Ok, donc on va continuer donc à faire aujourd'hui le réseau. Donc on va voir les configurations réseau pour encore une fois je fais les deux, hein, Ubuntu puis Red Hat là, pour que vous soyez confortable dans les deux. Sûr que de temps en temps quand je fais les questionnaires que vous faites assidûment, je les pose plus pour Ubuntu que pour Red Hat là, mais bon, peu importe là. Ok, donc oh, c'est juste une blague là. Vous le faites si vous avez envie là. Moi, c'est juste pour que ça soit plus complet là. Oui, mais ben, je pense qu'il faut que tu le coches les différentes pour pouvoir continuer. Peut-être pas, peut-être juste la leçon qu'il faut cocher, puis oui, c'est coché tout ça. Ouais, pas. Ouais, c'est. De toute manière, il te dit pourquoi. Si t'es bloqué parce que tu peux pas cliquer sur le truc de gestion des configurations réseau, il te le dit en bas pourquoi tu peux pas. Donc, yes. Donc, si on va pour les configurations réseau, c'est quoi? Donc, bon, comme je dis, on va voir pour Debian Ubuntu. Si c'était un vrai cours de formation, là, on ferait les couches OSI et tout. Tu sais, je dirais, vous voulez qu'on fasse ça? T'as toujours le truc qui dure 2 heures alors que tout le monde, en tout cas, c'est pas ça qui va le faire là, mais bon. Bah, tu retiens un peu là, parce qu'à force ça rentre, mais bon. En tout cas, j'ai pas envie de prendre du temps là-dessus. Là. Fait que, bon. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? On va voir juste le protocole TCP/IP. Hein, je ferai pas le réseau X25 ou des trucs qu'on n'utilise plus ou que très peu. Là. Donc, je vais me concentrer sur le TCP/IP. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour configurer le réseau? En fait, on va définir le hostname d'une machine. C'est quand même assez lié au réseau, même si c'est pas essentiel. La définition de l'adresse IP. On va voir la question du netmask, le gateway et les DNS. Donc, on va se retrouver avec un système qui est capable de communiquer avec le monde extérieur parce que un ordi, pas de réseau et pas d'internet, ben c'est un peu plate là. Ouais, on s'ennuie un peu. Ben tu peux peut-être t'en servir si tu as envie là. Ça va être beaucoup de théorique. Si tu veux voir après les fichiers de configuration, tu pourras le voir avec ta station de travail peut-être. Je sais pas. Parle si tu as envie là. Donc on va commencer par les concepts et les termes qui sont utilisés au niveau de GNU Linux. Donc le device, ça va être le périphérique physique, donc la carte réseau. Ça peut être une carte Ethernet ou une carte, peu importe, là, une carte wireless ou autre. Donc c'est vraiment au niveau du device. Et ça c'est vraiment la partie physique. Et la partie qui est affichée par le kernel, donc le module, c'est l'interface. Okay? Donc à chaque fois que vous allez lire souvent des documentations, bon, ça se mélange un petit peu, on va dire la carte réseau, mais le vrai terme ou le terme qu'il faut juste savoir que ça parle de la carte réseau, ça va être l'utilisation du mot interface qui va signifier la carte réseau. En fait, c'est le résultat du driver qui a été chargé. Donc le driver par exemple E1000 qui va charger la carte réseau Intel, il va se loader, il va regarder le device qui est disponible et il va donner à l'utilisateur, donner au système une interface qui va se nommer ETH0 pour la première carte Ethernet sur le système. ETH1 si c'est la deuxième carte réseau qui est présente sur le système, etc. Hein, comme pour les disques durs ou autres, ou pour les partitions, on avait vu 0, 1, 2, etc. qui va incrémenter le numéro. Okay. Ça, c'est pour la partie Ethernet. Pour ce qui est au niveau du wireless, on va se retrouver avec un WLAN, Wireless LAN 0, Wireless LAN 1, etc. qui va nous fournir des interfaces réseau. Okay. Il y a aussi une autre interface qui existe, qui est l'interface LO, qui est le localhost, donc qui est associé au 127.0.0.1. Cette interface-là, elle est distincte de l'interface
du device externe, donc ETH0, ça lui permet de gérer tout seul à l'intérieur s'il y a des communications réseau. Il faut se rappeler que Linux Unix, à l'origine, c'était pour les mainframes. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été créées qui communiquaient via le réseau, même si c'était à l'intérieur d'une même machine. Donc ils continuaient à utiliser le localhost pour se communiquer de l'un à l'autre. Ouais, beaucoup. Principalement, même l'interface graphique, ça fait pas longtemps qu'on a enlevé la partie réseau. Avant, même l'interface graphique, quand moi je me connectais, quand j'avais sur mon portable, l'interface graphique, c'est un serveur. Et toutes les fonctionnalités réseau sont encore présentes en fait. Elles sont juste désactivées quand tu es en desktop. Mais tout est présent pour pouvoir, l'équivalent d'un X-Server au niveau des mainframes pour pouvoir se connecter à distance dessus. Donc ça permet d'avoir deux interfaces distinctes pour pas que l'un empiète sur l'autre ou etc. Ok. Il y a une petite particularité, c'est ça, donc j'ai parlé de l'interface wireless qui est WLAN. Je vais revenir un petit peu dessus, bien que je ne vais pas mettre l'emphase, parce que la carte wireless est un petit peu particulière, parce que l'interface réseau, pas mal statique, où tu mets en DHCP, c'est vraiment géré par l'administrateur système, tandis que la carte wireless, tu es obligé de donner plus de marge de manœuvre au niveau de l'utilisateur pour qu'il puisse se connecter au réseau qu'il désire, il faut qu'il puisse rentrer un mot de passe pour le wireless, donc le comportement est un peu différent. Si vous voulez, on pourra le voir, il faudra juste me le signaler que je prépare en conséquence. Aujourd'hui, j'ai pas mis l'emphase là-dessus, j'ai mis l'emphase sur les cartes Ethernet classique, plus géré, donc le côté plus serveur en fait. Par contre, si vous voulez, on pourra en discuter après, puis je m'organiserai pour préparer quelque chose en conséquence. Je vais prendre le même concept que j'ai utilisé pour les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va commencer par la partie visualisation et après on va entamer la partie création ou modification des configurations. Un peu comme le user, on voit user et après on a ajouté des users. Donc, visualisation des adresses IP. Il y a deux commandes qui existent. Il y a ifconfig et IP. ifconfig est voué à mourir en fait. À terme, là, il devrait disparaître. Ça fait 5 ans qu'on en parle. Donc, il est toujours là et je pense honnêtement qu'il va rester encore pas mal longtemps parce qu'on a l'habitude de l'utiliser. Par contre, j'ai décidé de prendre le temps de faire les deux commandes, donc ifconfig et IP, pour vous voyez les deux possibilités. Il y a certaines distributions comme Arch Linux qui ont décidé de enlever complètement ifconfig. Il faut que tu le décides de l'installer manuellement, mais c'est très rare les distributions. Puis en même temps, Arch Linux c'est une des rares distros qui utilise systemd aussi. Donc ils sont toujours un petit peu, ils aiment fournir pour qu'on puisse essayer les nouveaux trucs. Donc et puis ils poussent vraiment les choses. Donc c'est un choix, mais bon, donc c'est pour ça que j'ai décidé quand même de couvrir iflinux pour pas que vous soyez confortable, principalement si vous lisez de la doc ou autre chose. Ok. Comment? Ça a le même résultat, mais IP offre beaucoup plus de fonctionnalités en fait. Et c'est ce que je te conseille. Par contre, je veux dire, si tu lis une documentation et qu'ils utilisent ifconfig, parce que encore beaucoup d'administrateurs utilisent ifconfig plutôt qu'IP parce que ils sont paresseux, parce qu'ils ont l'habitude avec ifconfig, je pensais que c'était important que vous soyez quand même en mesure de l'utiliser. Mais oui, je vous invite fortement à utiliser IP à la place. Donc si on regarde le résultat de la commande ifconfig, donc là on a un aperçu de la commande. Ça me permet de visualiser la configuration actuelle qui est en place. Donc si on regarde, c'est sur la ligne 2, donc un lien Ethernet. J'ai la MAC adresse qui est présente, avec le hardware adresse qui est donc là. J'ai l'adresse IP qui a été définie, le broadcast, le netmask et même l'adresse IP v6 qui pourrait être utilisée. Excusez-moi. Ce qui est intéressant avec IP, avec ifconfig, c'est qu'il nous fournit aussi des informations sur ce qui a été transmis
Donc s'il y a eu des erreurs de réception ou de transmission, bon, on voit bien que dans le cas présent, j'en ai pas, mais le nombre de paquets qui a été transmis, ainsi que la quantité de data transmise. Donc c'est assez intéressant. On peut le revoir, d'ailleurs ici, ifconfig. Ici, j'ai juste le piper dans l'S. Ici, on voit la même config. On voit le ETH0, donc c'est mon interface physique Ethernet. Ici, dans le cas présent, j'ai pas mon portable, il n'est pas filaire, donc j'ai pas ma carte réseau, elle n'est pas utilisée. Ce que j'utilise, c'est uniquement l'interface wireless. Donc c'est pour ça qu'on voit le WLAN qui est ici, qui me fournit les mêmes informations. Donc avec le 172, 29, 97, 46, ainsi que les quantités de données transmises. Donc bien que l'interface soit différente, mais j'ai les mêmes informations de l'un à l'autre. Okay. Il est possible de... Attends, je vais juste remonter ça un peu. Ah, je peux pas. Je peux. Hop. Il est possible avec la commande ifconfig de fournir directement le nom de l'interface que je désire avoir. Donc au lieu d'avoir les trois interfaces, j'aurai uniquement celle que j'ai demandée. WLAN. Oups. LAN 0. Ou là, au lieu de si je veux juste avoir l'information sur une, tant qu'à après faire un less comme j'ai fait pour avoir l'information. C'est ce que je montre ici. Okay. Les valeurs de transmission et de réception sont effacées quand le module est désactivé. Donc quand l'interface en est réinitialisée, à ce moment-là, tout recommence à zéro. Hein? Donc évidemment, si je reboot ma machine, à ce moment-là, je perds mes informations sur les valeurs transmises. Si je désactive l'interface et que j'enlève le module, si je change l'adresse IP, les quantités de data vont rester, mais si je désactive l'interface et que je la réactive, évidemment, à ce moment-là, c'est réinitialisé à 0. Mais si je fais juste changer l'adresse IP, ça va continuer à faire la comptabilité. Okay. Visualisation des routes, donc des gateways. Deux commandes qui existent. Route et netstat-r. J'imagine que sous Windows, vous utilisez netstat-r. Pour voir les routes. Ok, là on a la route qui est disponible ou l'autre commande avec netstat-r qui existe aussi. J'ai juste offert les deux possibilités, mais on voit que le output est très très similaire. Ouais. Donc on voit là ma gateway, on est 10.0.2.2 par défaut. Vous avez la commande MII-tool qui me permet d'avoir de l'information. Parce que là, on a vu que j'avais une interface ETH0 qui était présent, mais je ne sais pas si je suis en 10, 100 ou 1000 au niveau de ma vitesse de l'interface. Je ne sais pas si elle est branchée et je ne sais pas comment aller, si elle est half duplex, full duplex ou autre. Donc MII-tool va me permettre de fournir cette information. Bien entendu, il faut être root pour réaliser cette opération. Donc. Si tu le fais sur ton ETH0, effectivement, tu as un no-link parce que elle n'est pas branchée. MII. Effectivement, j'ai jamais essayé sur oups, pas le bon mot de passe. Opération juste pas supportée. Effectivement. TH0, il va juste nous dire qu'il n'y a pas de lien. Et si j'essaye sur la machine virtuelle, non, c'est ADM user, excusez.
Il y a d'autres commandes qui existent pour le wireless. MII. Sudo. Et là, je vais avoir une information sur mon lien. Oui, sur ta machine virtuelle, tu vas l'avoir. Donc, ce qui est intéressant à voir avec la commande AMI Tool, c'est qu'il va aussi nous indiquer si l'interface est connectée. Hein? Donc, si on nous dit oui, j'ai pas de réseau, on regarde si on a mis donc on regarde, j'ai mis l'adresse IP, j'ai mis la gateway, j'ai pas de réseau, j'essaye de pinguer la gateway, ça marche pas, on se demande pourquoi ça marche pas. Est-ce que c'est quand on l'a branché dans la switch, est-ce qu'au niveau de la switch de l'autre côté, ça marche pas? Donc ça peut nous donner une information à savoir s'il y a du courant en fait dans le câble. Donc si ça dit no link, bah, ça veut dire que bien qu'il y ait un fil qui est branché dedans, il n'y a pas de courant qui passe. Donc à l'autre bout au niveau de la switch, c'est probable qu'il n'y ait pas de connexion qui soit présente. C'est bon? Pour visualiser le hostname, donc hostname va nous afficher l'information désirée. C'est magnifique. Au niveau du fichier de configuration des DNS, etcresolve.conf va nous fournir les informations sur les serveurs DNS configurés. Dans le cas présent, j'en ai deux. C'est les deux de Google qui ont été mis. Et avec un search pour qu'il fasse une recherche. Si je mets juste Thomas, bah, il va chercher le hostname thomas.xerus.com. Le search, ça me permet de, quand je mets par exemple juste le nom court, il va rajouter le nom de domaine et je peux en avoir plusieurs noms de domaine. Donc à ce moment-là, il va par exemple essayer thomas.xerus.com, après je sais pas moi, thomas.oxeo, whatever. Quand j'ai un domaine ou que je suis à l'intérieur d'une entreprise, je peux mettre l'ensemble des search. Donc à ce moment-là, exemple, si j'ai plusieurs noms de domaine disponibles, donc je pourrais avoir SRV web par exemple, web 01. Si je fais ici, bon, là dans le cas présent, il va me dire non no host. Mais avec le search, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rajouter .xerus.com automatiquement. Et je pourrais avoir plusieurs pour qu'il fasse aussi le search sur web01.xerus.net, par exemple, etc. Donc si je pourrais, ou complètement des noms complètement différents, là, avec google.com aussi, là, SRV, web01. Oups. C'est ça, dans le Resolve. C'est ça. Mais ça me permet juste d'économiser ça veut dire que quand je vais interroger pour avoir les serveurs, ça me donne juste à mettre le préfixe sans donner le fully qualified domain name. Ça dépend. Tu peux avoir des réseaux qui vont avoir le search pour une unité d'affaires ou une partie, sur certains serveurs. Mais oui, effectivement, sur ma workstation, bien souvent, je vais tous les avoir pour pouvoir me connecter sur plusieurs. Par contre, sur les serveurs, je vais bien souvent limiter par unité d'affaires. Bien entendu, si j'ai des serveurs corporatifs globaux, qui vont fournir par exemple l'authentification AD ou le Kerberos ou peu importe, bah, je vais mettre l'unité d'affaires plus l'environnement corporatif global qui va faire la gestion.
C'est un bon point qu'on pourrait faire au niveau du réseau, comment ajouter. Ouais, on pourrait essayer de voir pour... Ouais, non, non, c'est ça. Mais on va regarder ça. Bon. J'avais pas prévu de le faire, effectivement, mais c'est pour ça qu'on appelle... c'est sûr que je ne montrerai pas un domaine pour préparer la formation, mais au moins juste pour la théorie, ça pourrait se rajouter assez facilement. Attends, je vais juste décaler ça de l'autre côté. 2. D'autres questions? Non? Ok. Continue. Donc là, on va voir les mêmes opérations, mais avec la commande IP. Donc on va retrouver exactement le même résultat. C'est-à-dire que là, je fais IP, je veux les adresses et je veux qu'il me les affiche. Donc IP ADDR show m'affiche le résultat. Donc je vais retrouver les mêmes informations, c'est-à-dire le format n'est pas tout à fait pareil, mais bon, c'est globalement la même chose. Ici, j'ai la MAC adresse, l'adresse IP définie avec le netmask et l'adresse IP IPv6 qui est présente. Okay. On voit qu'avec IP, par défaut, je n'ai pas les statistiques, donc je n'ai pas les données de la quantité de transfert qui a été utilisée, comme on l'avait le RX et le TX quand avec l'utilisation du ifconfig. Encore une fois, je peux demander uniquement pour une seule interface prédéfinie. La visualisation de la route, donc bien que je peux utiliser route, IP me permet aussi avec IP route show pour m'afficher l'information sur la route. Donc une commande pour faire plusieurs opérations. IP me permet aussi de regarder le lien, en fait, d'avoir les statistiques qui ont été utilisées. Comme j'avais avec ifconfig. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de perte de données, il n'y a pas de perte d'informations, il y a juste plusieurs commandes pour exécuter la même tâche. C'est bon? L'ensemble de ces commandes préalablement montrées sont OS agnostique, c'est-à-dire que ça marche aussi bien sur Debian, Ubuntu ou sur Red Hat. Il n'y a pas de différence là-dessus. Ainsi qu'on va voir la configuration pour mettre une config temporaire de l'adresse IP. Ici, on va définir l'adresse IP, mais au prochain reboot, c'est perdu. Okay, donc on veut faire un test, j'arrive, je configure ma petite carte, hop, ça marche. Bon, c'est bon, on va continuer ou on va faire autre chose. Donc, ça peut être intéressant si j'ai une machine virtuelle temporaire que je veux tester dans un réseau ou juste faire un test, puis après me dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé la bonne config, je vais l'appliquer de manière permanente. Je montre les deux méthodes avec ifconfig et avec route. Donc ifconfig, le nom de l'interface à laquelle je veux assigner l'adresse IP, je définis l'adresse IP et je lui dis le netmask à laquelle il va avoir. Je définis la route par défaut parce que c'est bien fort probable que votre machine va communiquer avec autre chose qui est sur le réseau directement là, connecté. Donc il va devoir passer par une passerelle pour pouvoir le faire. Donc la gateway, ici ma gateway par défaut c'est 10.0.2.2. Donc ici, la default gateway que je vais lui assigner. Même commande mais avec IP, donc /24. Je donne le device et l'interface à laquelle ça s'assigne et je définis la route par défaut. J'aurais pu faire un mix, j'aurais pu utiliser IP, ADDR, puis pour assigner l'adresse IP, puis utiliser la commande route. Bon, j'aurais pu mélanger les deux. L'un exclut pas l'autre. Mais je voulais vraiment juste vous montrer comment le faire. Bien sûr, pour ce qui est des DNS, on change le fichier etc resolve manuellement, là, évidemment. Ça, c'est un one-shot.
Ok? Et ça marche sur peu importe l'OS. Ok? Quand on parle de mettre une adresse IP permanente ou de configurer en DHCP ou autre, ça change d'une OS à l'autre. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Merci Ghislain de cette... sans transition. Ok, donc la configuration, on va commencer par Red Hat, puis après on va voir pour Ubuntu. Pourquoi je commence par Red Hat? Parce qu'il est un peu plus compliqué. En fait, il y a plus de fichiers. Ubuntu, c'est un peu plus simple en soi. Donc on va définir le hostname de la machine. Pour ce faire, on va modifier le fichier qui est à l'intérieur de etc sysconfig network. Deux informations intéressantes. Bon, bien entendu, il y a le hostname de la machine, mais il y a aussi l'activation ou la désactivation du réseau. Donc, ça permet de dire, oui, je veux du réseau ou non sur la machine, grosso modo. Ça permettrait que si on veut décommissionner une machine, je pourrais le mettre à no, puis comme ça, quand elle va rebooter, je suis sûr qu'il ne va pas reprendre l'adresse IP. Là. Ça pourrait être une option. Principalement quand on utilise des machines physiques, là, au niveau du virtuel, on a plus tendance à l'enlever dans VMware, là, mais c'est un cas... La définition de l'adresse IP. L'adresse IP qu'on va assigner à une interface. Donc encore là, je prends l'interface ETH0, mais ça pourrait changer. Donc ça va être un etc sysconfig network scripts avec un S, et le nom, la convention qui est utilisée, c'est ifcfg le nom de l'interface. Donc j'aurai ifcfg-eth0, eth1, etc. À l'intérieur de ce fichier, si on regarde, je donne les deux exemples. L'exemple en DHCP et en adresse IP fixe. Donc, je définis le nom du device à laquelle ça s'attribue. Okay? Comme on voit, je mets le nom du device. En fait, j'aurais pu mettre autre chose que le nom de fichier ifcfg. J'aurais pu mettre -patate, là. Mais on met le nom du device parce que quant à l'autre admin qui arrive, malheureusement, patate, ça n'est nécessairement pas très intuitif pour lui. On va lui définir le prototype à utiliser, donc le protocole plutôt. Donc ici, je le mets en DHCP. Si on regarde le menu en dessous, l'encadré en dessous, je suis en mode statique. Ici, je définis l'adresse MAC. En fait, c'est que j'ai copié-collé quelque part. C'est pas obligatoire. Alors, où on met la MAC adresse, ou on le met pas, comme je l'ai pas mis plus bas. Comme ici aussi, j'ai mis le support IPv6. Bon, après, si on met le support IPv6, il faudra bien lui mettre une adresse IP à un moment donné. En tout cas. Le MTU, donc encore là, c'est optionnel. Par contre, le 7 et 8, donc là, je dis que ça s'active au boot. Donc on boot. On. Si je l'avais pas mis, par défaut ça l'est. Et le type de carte, encore là c'est optionnel. Si on regarde en dessous, donc je l'ai mis en statique et là je définis le broadcast, l'adresse IP, le netmask, le network et le broadcast sont optionnels. J'aurais pu juste mettre le netmask puis il l'aurait calculé. On boot et la gateway à utiliser. Donc en fait, je configure uniquement vraiment l'adresse IP et je définis la gateway aussi. Mais c'est les deux seules informations qui vont se retrouver. Les DNS sont encore à l'extérieur, c'est-à-dire dans le ETC Resolve. Donc comme je dis ici, la modification. Une fois que ça c'est fait, évidemment, je vais devoir redémarrer le réseau pour qu'il lise ces fichiers et qu'il les active. Ok? La configuration sur Debian, un petit peu différente. Il y a toujours, bien entendu, le fichier resolve à changer au niveau des DNS. Donc ça change pas, que ce soit Red Hat ou Ubuntu.
Par contre, au niveau du fichier de configuration, le fichier est... Ah, j'arrive pas à le mettre au complet. ETC Network Interface, donc avec un S. Ici, on a un exemple. Bon, là, eux, ils mettent j'active auto. Donc, ça, c'est le boot on. Donc, tu sais, quand on avait vu le boot... on boot, excusez, à yes, qu'on avait vu dans le Red Hat, mais là, la ligne 5, donc le auto LO ou auto ETH0, ça veut dire que automatiquement au boot, il va le charger, donc il va l'activer. Et après, j'ai IF Interface, LO, Inet, mon lookback, et interface 0, Inet, DHCP, donc là il va faire sa requête au niveau du DHCP. Et plus bas, j'ai l'exemple avec une adresse IP fixe. Donc la grande différence, c'est le Inet statique au lieu de DHCP et la définition en dessous. J'en ai deux. J'ai l'interface loopback et j'ai l'interface ETH0. Si j'avais d'autres interfaces, j'aurais TH1, TH2, etc. Tu les vois pas? Ouais. Ok. Le problème au niveau du desktop comparativement au serveur, c'est que pour gérer le wireless, l'ensemble du network est géré par le système de Network Manager. Il existe plusieurs logiciels qui nous permettent, parce que là c'est le merveilleux monde de l'open source, qui nous permet de gérer les cartes réseau, que ce soit les cartes réseau wireless ou on-board, Ethernet. Pourquoi? Parce que, en fait, pourquoi c'est ce logiciel qui gère ça? C'est justement pour autoriser l'usager qui n'a pas les droits admin sur la machine de quand même activer une interface sur le système via le wireless. Et donc, c'est pour ça que c'est le système de Network Manager qui existe, qui est présent. Il y a plusieurs systèmes qui existent. Tu as Conman qui est présent, qui est un système de gestion. J'ai essayé, ça marche bien, mais c'est moins populaire. C'était juste vraiment pour un trip d'essayer. Et vraiment, actuellement, c'est Network Manager qui est le plus populaire, qui est présent sur l'ensemble des distributions et qui fonctionne à merveille, même pour des connexions de type VPN, Cisco ou autre. Il gère tout vraiment très bien. J'ai vraiment aucun problème avec. Donc c'est lui qui fait la gestion du wireless et de l'interface. Et c'est pour ça qu'on ne le voit pas et qu'il faut utiliser le NM. On peut utiliser le NM Tools pour faire la gestion de la configuration en ligne de commande. C'est assez rare que j'utilise personnellement. Là. Mais bon, là on voit l'adresse IP qui a été définie, les différents systèmes wireless présents sur la machine, qui me permettrait de changer en fait de SID, donc de SID, là, donc de changer de réseau de flux de wireless. Sinon, il y a bien entendu la possibilité de changer les configurations par ici. Donc c'est pour ça que quand tu regardes à l'intérieur du ETC Network Interface, tu ne vois rien parce qu'il n'est pas géré par lui. Si on branchait un fil, je suis pas sûr qu'il apparaîtrait non plus. Ça va être trappé avant. Dans le cadre du serveur, on n'a pas ça. Parce que c'est rare que ton serveur il va être en wireless. Donc c'est pour ça qu'on va retrouver que ici. Oups. Network.
interface qu'on va avoir l'information ici. Bien sûr, ça pourrait être désactivé. Hein. Tu pourrais désactiver sur ton desktop la gestion du Network Manager puis le gérer manuellement. Tu pourrais gérer manuellement tes connexions wireless aussi. C'est juste que ça va te demander pas mal plus de travail que juste d'arriver. Bon, je dirais pas que je l'ai pas fait, mais c'est plus de travail. D'ailleurs, juste pour le plaisir, pour quand tu arrives quelque part, que tu ouvres ta ligne de commande, tu dis faut que je scanne qu'est-ce qu'il y a, tu tapes UWList, tu vas faire scanning, là je sais même pas ça s'il va me permettre de le faire, oui. Donc là je vais pouvoir voir les channels qui sont disponibles, après tu en choisis un, puis là tu te rends compte que tu n'as pas mis la bonne clé parce que il va pas faire la conversion entre le mot de passe et le hexa, donc ça peut être. Je vous conseille d'utiliser le Network Manager, mais ça peut être désactivé. Au niveau de Ubuntu, la configuration, donc le redémarrage de l'interface, Network Interface Restart ou Service Network Interface Restart me permet de réactiver le network. Je voulais voir un truc. Ouais, il va relire toutes les interfaces par exemple. Mais oui. Je peux faire. Je voulais regarder si je pouvais faire un clone. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on peut-être on voit pour peut-être pas là, mais pour cloner on fait la machine qu'on a déjà installée pour qu'après on ait deux machines à l'intérieur du VirtualBox. Donc ça pourrait être intéressant pour pouvoir faire des tests de l'un à l'autre. Puis on va pouvoir rajouter plusieurs interfaces. Parce que là c'est là qu'on arrive en fait à l'utilisation d'un système avec multi-interface, donc avec carte réseau multiples. On va voir comment on va pouvoir gérer ça. Et quels les points importants à faire attention quand on en a plusieurs ou quand on change une interface à l'intérieur du système. Donc, reste 15 minutes, ça devrait le faire. Ok. Donc, si on regarde, quand j'ai parlé un peu plus tôt, ETH0, ETH1, c'est des conventions, c'est des normes. La majorité des kernels, des drivers, vont activer l'interface sous ce nom. Ça pourrait qu'on se retrouve avec des noms d'interface différents. Ça, c'est, par exemple, au niveau du wireless, les fournisseurs, à un moment donné, ils fournissaient pas du WLAN 0. Ils avaient décidé de changer de nom pour leur truc. Donc ça faisait un peu chier, mais bon, on s'en fout un peu là, après l'arrivée. C'est juste ça déstabilise un petit peu l'utilisateur sur le coup. Quand il a l'habitude, il s'attend à avoir un WLAN. Donc c'est encore là optionnel, mais on va sur la convention veut que ça soit ETH0, ETH1. Donc là, ce qu'on va voir, c'est on va se retrouver avec un système avec plusieurs cartes réseau à l'intérieur. Et j'ai voulu faire un petit exemple mise en situation. Donc juste pour comprendre pourquoi l'interface s'appelle ETH0 et pourquoi on s'appelle ETH1, comment le système il a fonctionné. Donc on avait vu tout le système de boot avec le BIOS, le grub, et il arrive à charger le kernel. Le kernel va lister le matériel qui est présent sur le système, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire par exemple la première slot PCI, et hop, il va dire, bon ben là c'est une carte Intel, la première carte ETH0. J'ai une deuxième carte, une carte Broadcom, qui est sur la deuxième slot PCI. Hop, il la charge, il lui assigne le nom ETH1. Dans l'exemple que j'ai mis ici, ETH0 et ETH1, donc la Intel et la Broadcom, sont sur deux réseaux différents. Bon, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que c'est pas une bonne chose? On n'est pas là pour choisir, c'est juste pour donner un cas de figure. Hein. C'est sûr que pour l'aspect sécurité, c'est peut-être pas la meilleure situation, mais comme dit, c'est juste une mise en situation de un système avec deux cartes qui va donc fournir. Donc, le ETH0 est sur 192 et le ETH1 est sur le 10. Okay.
Donc là j'ai un problème avec mon système pour une raison quelconque, ma motherboard un brûle ou autre, donc j'ai besoin de faire une modification matérielle au niveau de mon système et j'achète une nouvelle motherboard toute neuve, toute belle, avec plus de puissance, avec plus de jus. Okay? Et maintenant sur cette nouvelle carte on-board, j'ai une nouvelle interface qui est présente. Donc là je me retrouve non plus avec 2 interfaces, mais avec 3 interfaces. Donc, j'aurais dû faire un petit dessin, mais c'est pas grave. Donc, hop, hop. Donc, j'ai mon ETH0, ETH1. Donc, ça, c'est la Broadcom, la Intel et la onboard qui est là. On sait pas c'est quoi pour le moment, mais bon, on va dire une TG3. C'est le nom du driver, mais ça a peine d'importance. Vu que je suis sur Linux, je suis super content parce qu'en fait j'ai besoin de rien réinstaller parce que le Linux va faire l'autodétection lors du démarrage. Donc bien que j'ai changé ma motherboard, je suis pas obligé de réinstaller rien du tout. Je rebranche les disques durs, je rebranche tout et j'appuie sur Power puis ça redémarre. Donc là je suis super content. Mon système il boot et tout. Là, il me demande le login. Je rentre mon login. Ça marche. Mais là, oh fuck. Qu'est-ce qui s'est passé? On a notre crayon. Hop. Donc là, le système kernel, il a chargé l'OS. Il a lu les trucs. Il a dit, oh, c'est-tu pas magnifique? Maintenant, ma motherboard, elle a une interface. Bon, ben c'est la première. Donc maintenant, lui, la carte on-board, c'est ETH0. La Intel s'est rendu la ETH1 et ici la ETH2. Donc là, oh, c'est pas grave, j'en ai pas besoin du Wi-Fi. C'est pas grave. Donc là mon problème c'est que tout vient de se décaler, mes configs ils marchent plus. Puis voilà, si je suis physiquement à côté de la machine, ça va. Le problème, c'est si que mon serveur il est à Amsterdam et que je fais du hosting, puis que là j'ai juste appelé un tech pour qu'il change la motherboard en me disant comme quoi c'est bon, quand il va appuyer sur Power, je vais pouvoir me connecter en SSH, je vais être correct. Ben je risque d'être un petit peu désappointé. Bon, ce qui est cool, c'est que bon, il y a les KVM et tout maintenant, mais bon, peu importe. C'est encore une mise en cas de figure. Okay. Pour résoudre ce problème-là, qui était récurrent à l'origine quand on changeait, même quand on changeait des cartes de place, ça arrivait ça, qu'on changeait les cartes de place parce que on en rajoutait une, puis hop, l'ordre était tout pété. C'était embêtant, voire pire, parfois le kernel, il listait les devices de manière différente selon le boot. Okay, ça m'est déjà arrivé où on avait un firewall comme ça. Puis quand tu payais sur Power, de temps en temps le kernel, il y avait une carte qui se loadait plus rapidement que l'autre et tout. Donc les noms des interfaces changeaient selon le démarrage. Okay. Afin de solutionner ce problème-là, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit au niveau des interfaces, pour limiter, pour pas qu'ils prennent la mauvaise adresse IP, comme on avait vu dans le fichier de config un peu plus tôt. Ici, pour Red Hat, un peu plus haut. Hop, ici, il y a le nom de la MAC adresse qui est présente dans le fichier de configuration. Ça a l'avantage que si ETH0 n'est pas la même carte avec la MAC adresse, qu'il ne va pas essayer de broadcaster un DHCP, donc ça ne marchera pas. Ok? C'est bien. Ouais. Effectivement, si je change ma carte, ça marche pas plus. Bon, évidemment, il n'a pas broadcasté, mais je suis pas plus avancé. En fait, je me suis assuré que la carte n'a pas été chargée si c'est pas la bonne. Mais j'ai pas plus ma solution que si mon serveur, quand j'appuie sur Power, la détection se fait de manière aléatoire, j'ai pas de solution en fait qui est présente. Vous vous rappelez de UDEV? Lors de Linux 101, je vous inviterai à pouvoir revoir ou re-regarder la documentation. On avait vu UDEV. UDEV, ça nous permettait de
selon un événement. Donc le kernel, quand il détectait quelque chose, il envoie un événement, udev le trappe et est capable de faire une gestion. Qu'est-ce qu'on avait fait à l'origine avec udev? On avait vu que c'était possible de changer le nom du premier disque dur. On avait vu que c'était aussi possible que quand je mettais une clé USB dans le serveur, hop, il détectait la clé USB, puis il pouvait démarrer un script pour faire un backup ou autre. Okay? udev va nous permettre aussi, aujourd'hui, ce qui fait le système, c'est que il conserve une information. Ah, là, je dois l'avoir. Si je regarde, c'est udev rule 70. Ah, ouais. Ah, c'est un excellent. Merci, Yann. C'est un excellent exemple, justement. Ça, c'est ce que j'ai sur le portable. Quand le système, il va booter, okay? Donc le kernel va booter, il va envoyer le signal, j'ai trouvé une interface, j'ai trouvé une carte réseau. Okay? udev va attraper, il va dire, oh, j'ai une nouvelle carte réseau, j'écris à l'intérieur du fichier etc udev rule 70 rule, donc il crée ce fichier là, et à l'intérieur, ce qu'il met, si on regarde la règle, il met donc c'est de système net, donc c'est un network. Il a rajouté l'action, le driver, peu importe. Il a mis comme critère la MAC adresse de la carte et il lui a assigné le nom ETH0. Ok. Ici, j'ai la wireless 0 aussi qui est présent. Donc ça m'assure que le nom va pas être réutilisé. Là, on voit cette carte qui est ici, le wireless LAN. Okay? Vous l'avez pas. Pourquoi moi je l'ai? C'est parce que Yann, il m'avait prêté la clé USB wireless pour que je la teste. Donc, à ce moment-ci, j'avais mis la clé USB wireless dans le système et udev l'a vu et il a dit, ok, j'ai cette nouvelle carte wireless qui est là. Hop, je la tag comme WLAN 1. Maintenant, si un jour il a mis des configurations ou que il reprend cette clé wireless, elle va marcher et elle va être assignée à wireless WLAN 1 de manière permanente. Si je reprends une nouvelle carte wireless USB ou port, ça va être WLAN 2, etc. Le nom va incrémenter. Effectivement, si je rajoute ou que je change ma carte réseau à l'intérieur, le ETH0 est assigné à celle qui a déjà été présente, qu'elle soit présente ou non, le nom va être conservé. Et c'est exactement le point qui est ici, de dire de faire attention si on change la carte réseau, de bien penser à, on a deux choix, ou on se dit, bon, ben, j'incrémente toujours mes cartes réseau, donc je vais mettre la configuration pour ETH1, puis c'est tout, ou alors, on pense que bon, ben, quand il va démarrer, il va me rajouter là, puis je vais éditer le fichier à la main pour enlever l'ancienne, puis remettre à ETH0 la nouvelle que j'ai rajoutée. Ça, c'est un cas de figure qu'on va souvent retrouver avec VMware. Hein? Quand on fait la migration d'une VM d'une à l'autre, un autre par exemple de serveur, là on fait la migration, puis hop, si on a laissé comme la MAC adresse de la carte réseau à automatique, là, donc si on n'a pas mis manuel, ben, selon le cas de figure, je ne sais plus exactement le liste, mais hop, il va changer la MAC adresse sur le nouvel serveur ESX. Ils vont en générer une nouvelle. Okay. Donc là, quand tu vas démarrer la machine, ben hop, le réseau il marche pas, parce que udev il a dit, oh ben maintenant, j'avais le ETH0 qui existait avec tel Mac. Maintenant, j'ai cette nouvelle carte réseau. Ben, je vais l'appeler ETH1. Mais la configuration qu'on a mis dans ETC Network Interface, elle était pour ETH0. Elle ne s'applique pas pour ETH1. Donc, on n'aura pas de réseau qui va fonctionner. Effectivement, comme là, si je voulais... De toute manière, mon réseau, il a l'air de mal marcher. Ici... Je vais pas mettre sudo parce qu'en fait je vais pas vraiment le modifier. Hop, donc ici, si maintenant je disais que celle-là serait l'interface, la ETH1.
Donc, je veux enlever. Donc ici, ce que je ferai, c'est que simplement, j'enlèverai cette interface. Et ici, je dirais, bon, ben, hop, finalement, t'es gentil, mais ça sera ETH 0. Et la prochaine fois, je brancherai donc cette clé USB wireless, ça sera ETH 0. Non, en fait, je pourrais utiliser udev adm trigger patente, là, que je me rappelle plus de la commande exemple. Tu peux rebooter ou regarder dans le Linux 100, effectivement. Okay. Donc, c'est un point à faire attention parce que ça peut arriver que on ait un comportement un peu bizarre. C'est bon? Oups. Je vais juste arrêter la VM. Je vais juste arrêter ma VM et ce que je voudrais qu'on regarde, si vous aviez l'occasion pour la prochaine session, allez. Non, malheureusement, c'est ça va encore... Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas, il est running. Ouais, je vais pas off. On va essayer de faire un clone. SRV2. Ouais, je sais pas si on aura le temps de finaliser. Réinitialiser la MAC adresse. Ouais, on va faire réinitialiser. Parce que j'en veux une nouvelle en fait. Je veux vraiment que ça soit une nouvelle machine. Full clone. J'ai fait power off, j'ai fait machine. Donc j'ai... Ouais, il faut qu'elle soit éteinte obligatoirement. J'ai fait clone. Le nouveau nom. Okay. Donc là, je veux vraiment qu'on réinitialise toutes les MAC adresses pour être sûr que... Non, right click marche pas. Ça marche? Ah. Réinitialiser les Mac, t'as fait? Parfait, full clone. Voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre. C'est sûr que ça va être ça le plus long là, parce qu'il y a quand même pas mal de données là. Moi j'ai juste fait un cancel pour pas charger la vidéo. Mais c'est sûr que ça va Hein? Ouais, c'est ça, il va faire la copie. Donc moi j'ai juste arrêté, moi je vais le faire à mon poste après. Juste, ça sert à rien que je charge la vidéo, puis je vais libérer la salle aussi, on a déjà bien gentil de nous la prêter. Donc voilà. Donc puis on continuera donc avec les interfaces multiples. Donc l'objectif en fait c'est de voir les multiples adresses IP et aussi on va voir comment faire du bundling, donc mettre ensemble pour faire la redondance de cartes, plutôt utilisé au niveau des serveurs, hein, mais juste pour qu'on voit comment ça se fait. Bon ben, bonne journée.